Bonsoir à tous, assalamu alaikum. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence en ligne Conscience Soufie. Et donc, la première de l'année. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à tous une très belle année 2024. Donc, santé, amour et plein de douceur dans cette année, parce que je crois qu'on va en avoir un petit peu besoin. Et donc, pour cette première conférence en ligne, on a vraiment très heureux et on a l'honneur de recevoir ce soir Rachid Qureshi. Rachid, bonsoir. Et Laurent Moulard. Euh, Bonsoir à tous les deux et merci déjà d'avoir accepté notre invitation et d'avoir si gentiment accepté de nous donner l'autorisation de diffuser votre film. C'est une première sur Conscience Soufie et, euh, et c'est euh, et c'est une manière de donner accès à ce très beau film au plus grand nombre et à des gens qui sont un peu partout dans le cercle de Conscience Soufie, donc pas seulement à Paris. Donc merci infiniment. Et donc là, exceptionnellement, d'habitude, on commence par la conférence et après on fait le cercle d'échange. Mais pour des contraintes horaires, on a décidé de faire. Cet événement est un peu particulier, donc on va faire dans l'originalité jusqu'au bout. On a décidé de commencer du coup par le cercle d'échange. Et donc, dans une première partie, on va échanger avec Rachid Kouachi. On a eu la chance déjà d'avoir pas mal de questions. Et puis, l'équipe de Conscience Sophie a déjà vu le film. Et donc, votre œuvre a beaucoup passionné tout le monde, hein. Et donc, on voulait vous entendre sur, évidemment, la symbolique de votre œuvre. C'est vrai que quand on la regarde, après, on n'est pas des experts, hein, mais on voit l'originalité, la diversité, mais à la fois, il y a quelque chose de très familier. Quand on voit vos différentes œuvres, moi, à titre personnel, je suis du culture arabo-musulmane, marocaine. Et donc, une première question, peut-être, c'est la symbolique des signes qu'on retrouve dans vos ouvrages, et notamment en lien avec le henné, parce que on croit apercevoir un lien familier. Peut-être que c'est juste visuel de loin. Qu'en est-il? En fait, c'est pas tant le henné. C'est vrai que dans nos pays, dans la culture, le henné est très important pour le mariage, pour les fêtes, pour beaucoup de choses. Mais en réalité, je crois, moi, que même si j'ai fait une formation dans les écoles d'art, que ce soit l'École nationale supérieure d'Alger, et puis c'est les arts déco, les beaux-arts à Paris, et puis mon étude d'urbanisme, etc. Euh, le henné est une culture plutôt, donc, je dirais, féminine. Donc, dans le pays, le hammam, etc., et tout le reste. Et puis, je pense que le Maroc, plus que tous les autres pays du Maghreb, l'utilisation du henné, graphiquement, avec des seringues, c'est une autre manière. Nous, c'est plus en mettant des masses de henné au centre de la main, ou au pied, ou la coupure de la main, c'est des ali, etc. C'est des techniques plus, disons, moins rigoureuses que les vôtres, qui a beaucoup plus un travail de dentelage et de ça. Ce sont de dentelles qui sur la main, sur les pieds, etc. Ça remonte même sur Ouais. les chevilles et tout le reste. Puis il y a un travail de répétition, justement. Il y a des signes qui se répètent, il y a des régions qui font plutôt des signes triangulaires, il y a des régions où c'est plus arrondi. Ouais. Exact. Et donc, c'est une manière de teindre la peau. Et puis surtout, bon, moi, j'ai vécu longtemps et j'ai partagé beaucoup de complicité avec mon ami Frédéric Belkaya, donc, qu'il repose en paix, qui était un artiste très important du Maroc. D'ailleurs, il a été le fondateur de l'école des beaux-arts de Casablanca. Et il travaille beaucoup sur les peaux tendues, donc qu'il achetait dans les souks traditionnels. Il leur faisait des structures sur lesquelles il les tendait, les séchait. Et en plus, il travaillait aussi bien que le nez, que le hakos, qui sont en fait ces petites boules donc qu'on casse et qui donnent la partie qui contourne et qui accentue le dessin que le nez. Il est beaucoup plus noir, beaucoup plus dense, etc. Et c'est vrai que toute son œuvre était accrochée à ça. Donc, c'est pas rien. Moi, par contre, cette couleur-là, je la retrouve plutôt dans les peintures et les gravures du Tassili, qui sont vieilles de milliers d'années, où ces pierres rouges, dans le désert, il y a les rouges, il y a les pierres blanches, il y a les pierres noires. Bon, on les a filmées, vous les verrez dans le film. Oui, justement, on les voit dans le film. Voilà, et je mettais même la main dessus. Je montrais comment ces gens extraordinaires, qui n'étaient pas des artistes formés dans les écoles, qui étaient plutôt des pasteurs, qui avaient leur troupeau, et qui arrivaient pendant leur temps de transhumance à nous laisser des œuvres. Même moi, aujourd'hui, vous me dites, tu fais ça, c'est impossible que je le fasse.
c'est d'une telle qualité, d'une telle force, donc, et surtout d'une telle grandeur. On se demande, il n'avait pas d'échafaudage, il n'avait pas des échelles, il n'avait pas tous les outils, il n'avait pas des murailles, il n'avait pas de marteau, mais il nous laisse une mémoire préhistorique énorme. Et pour moi, pourquoi tout mon travail, pourtant j'ai fait des écoles classiques, j'ai fait des dessins, donc j'ai fait des rondes bosses, j'ai fait des dessins de nu, on a fait tout le travail, donc l'école d'art forme les artistes ou les architectes, parce qu'à l'époque, il y avait le département d'archi et le département donc, de peinture, d'art et de sculpture, et d'autres choses en même temps. Donc pour moi, si je pense, c'est le moment, c'est le seul moment, je crois, dans la vie de l'humanité où on était tous à égalité. Il n'y avait pas les États-Unis d'Amérique, il n'y avait pas la Russie, il n'y avait pas la Chine, etc. Donc, quand on compare le travail qui a été laissé sur les grottes d'Altamira, de Lascaux, les grottes de Chauvet, Brescia, le Tassili chez nous, etc., tout le monde était à égalité d'outils, égalité de regard, égalité comment dire, de sensibilité. Et c'est étonnant. Après, c'est le colonialisme qu'on commence à dire les miens sont les meilleurs, les miens sont les plus chers, les miens sont au-dessus de tous les autres. Mais à un moment, dans la vie, très court, je pense, qu'a été ce moment d'égalité. Et c'est ce que vous voulez transmettre dans vos œuvres. On voit les installations avec des hommes en forme calligraphique un petit peu, justement avec ces jeux de répétition et d'ombre. C'est ça que vous essayez de faire passer En fait, moi, pour être sincère, je n'ai jamais voulu passer ou faire la publicité ou la communication sur ce qu'ont fait ces gens-là dans le désert algérien. Il y a André Lotte qui a travaillé pendant pratiquement sa vie entière dessus, jusqu'à mourir à la fin. Il est mort très tard, mais il continue à y aller. Et lui, il en explique beaucoup des tenants. Moi, aucun moment, j'ai voulu prendre, piquer ou regarder ou transmettre des choses comme de là. Moi, qui ai jusqu'au bout une formation classique, j'ai toujours dit aux gens, j'ai eu la technique, j'ai pris la technique, mais jamais pris le sens profond de comment enseigner dans les écoles d'art. Parce que souvent, on trouve des collègues artistes qui ont suivi, par exemple, le travail du prof des beaux-arts ou des arts découverte, parce qu'ils vont être formés par lui, il restait sur cette démarche. Moi, je voulais vraiment m'en écarter. Il y a eu cette période en Algérie, après l'indépendance, il y a un groupe qui s'est fait juste après l'indépendance, qu'on appelait le groupe Aouchem, qui vient de l'Aouchem, le tatouage. Oui. Voilà. Donc, ça peut être le tatouage dans le classique des tribus, et qui, eux, nous, on le reconnaissait par la région où j'ai vécu, dans les Aurès, il y avait deux grandes tribus, les Halakta et les Memcha. Dans la rue, on sait qu'il y a Halakati dans la rue, femme ou homme, ou le Memcha. Ouais. C'était comme les peaux rouges des États-Unis d'Amérique, où ils avaient leur tatouage ou leur peinture. Ouais. Donc, les Iroquois ne font pas la même chose, tu veux, que les autres, tu vois, qui viennent des Apaches ou d'autres. Donc, ils ont chacun ses symboles, ses signes, mais qui disaient des choses. Oui. C'était pas rien. Aujourd'hui, on se tatoue avec n'importe quoi. Bon, ça fait beau. Chacun choisit ça. Des fois, on court. C'est le tatouage pour les enlever parce qu'on rend compte que c'est une catastrophe. Voilà. C'est impossible à enlever. Si, ça s'enlève. Ah. Ah oui, oui. Non, non, vous allez chez un dermatologue, il vous enlève tranquillement. Hein. Bah, justement, parce que, bon, souvenir personnel, ma grand-mère maternelle avait l'Oucham, une grand-mère maternelle marocaine, et donc, et elle avait sur le visage, elle avait sur les mains. Et j'avais échangé avec elle, effectivement, chaque signe avait un symbole, ça symbolisait quelque chose. Là, c'était, elle avait un truc, c'est une femme très belle. Bon, en tout cas, c'était sa déclaration. Non, mais c'est bien. Oui, et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on se pose la question en regardant vos œuvres, c'est quoi la symbolique des signes qu'on voit? Parce que bon, il y a les lettres arabes avec des répétitions et des versets en miroir. On devine, quand on a un peu de culture soufie, le thème du miroir. Mais quelle est la symbolique que vous mettez derrière? Alors moi, ce n'est pas des signes qui sont répétitifs. J'en crée des milliers régulièrement. Ouais. Lui, il voit mes carnets de dessin à l'atelier. Il y en a des piles et des piles et des piles, des milliers. Donc, c'est des symboles personnels. Oui, personnels. Jamais. Ça ne se base pas sur la tradition islamique. Ni islamique, ni berbère, ni numide.
ni rien. Voilà, que ce soit clair et précis. C'est Rachid Koraïchi, Voilà. signé. Ouais, moi, je ne dis pas je crée, il n'y a que Dieu qui crée. Ouais. Je dis je fais des choses qui, pour moi, ne sont pas des doublons ou des triplons, si on peut dire ça comme ça, mais c'est des choses nouvelles qui viennent à la vie, auxquelles on donne un sens. Le jour où on ne sera plus là, bon, c'est aussi une forme d'alphabet qui dit quelque chose. Quand j'intègre à l'intérieur donc, de ces graphismes-là des textes écrits en langue arabe, d'abord je dis à tout le monde, je ne suis pas calligraphe, je n'ai jamais été calligraphe, je n'ai jamais été formé pour être calligraphe. Mes copains, comme Saïd Sedar, ou comme Kamal Ibrahim, ou Hassan Massoudi, ou d'autres avec qui j'ai travaillé. Ouais. Quand j'ai eu besoin d'eux, je leur ai commandé des calligraphies. Ouais. Par exemple, quand j'ai travaillé avec Mahmoud Darwish ou avec d'autres artistes, poètes, écrivains, c'était des commandes. Mais ce n'est pas mon travail, c'est en vis-à-vis, donc, et qu'ils le font. Et donc, l'écriture, pour moi, ce que je dis toujours, c'est ma graphie. Ça n'a jamais été ma calligraphie. C'est comme quiconque écrit au feutre, ou écrit au syllabi, au sur encre, etc. C'est sa graphie, il n'est pas calligraphe. Mais le texte arabe, vous le choisissez pour En passer fonction du travail. en fonction du travail. Vous essayez de passer quand même un message. Non, voilà, je le dis. Je ne passe pas le message. Pourquoi? Parce que je le rends déjà invisible, parce que je l'écris à l'envers. Oh, on est doué pour lire quand même. Non, les femmes, certainement, qu'elles ont toutes des poudriers avec un miroir dedans, elles peuvent, tu vois, les femmes ont beaucoup d'avantages. Oui, Donc, elles peuvent mettre devant, elles peuvent suivre. Mais en fait, ces pièces sont faites pour être vues, pas pour être lues. d'accord. Si je dois que ça lu, je fais un livre. Ouais. Mais là, je ne fais pas un livre. Mais c'est vrai que les grands étendoirs, enfin, ils sont impressionnants. On ne prend même pas la peine à essayer de déchiffrer. Ouais. C'est vrai que c'est assez impactant. Absolument. Mais par contre, je cherche partout dans le monde, et dans notre monde particulièrement, et dans nos zones. Quand je dis dans nos zones, ça peut être Bagdad où je travaillais, ça peut être Damas, ça peut être Alep, ça peut être le Caire où je travaille depuis des années maintenant. Actuellement, les ouvriers travaillent encore sur plein de piliers, etc. Ça me donne, parce qu'en gros, j'étais récemment encore à Grenade, à l'Alhambra. L'Alhambra, quand on voit les murs, surtout les pièces secrètes qui sont cachées, où le public ne passe pas. Donc, j'étais avec le président donc, de l'Alhambra. Il me rentre dans les lieux secrets où se réunissaient les sultans à l'époque, et les vizirs, etc. Eux, déjà, dans ces salles-là, ils s'assoient par terre sur des nappes, des tapis et des petits matelas, pour être vus de personne. Ouais. Et surtout, quand ils font faire par les artisans les bases des murs, tu vois, au niveau de l'assise, quand on a les œufs qui portent dessus, le texte, il est lu sans tête levée. C'est au niveau du regard. Après, au-dessus, tout le travail sur le stuc, sur le plâtre, sur le gypse, etc., comme vous faites beaucoup au Maroc. Donc, c'est tellement chargé de toute façon qu'on ne peut rien rajouter à ces lieux. Rien. Donc, c'est pour ça aussi, on se pose la question, y a-t-il eu à l'époque des choses très particulières, que ce soit des lumières, des théières, des cafetières, des tables, les portes sont travaillées, les murs sont travaillés, les fenêtres sont travaillées, dedans, dehors. Donc, il n'y a pas de place pour rajouter. Ouais. Et là, j'ai découvert, et Rodrigo, il s'appelle donc ce président actuellement de Grenade, il me dit, Rachid, on a des pièces planquées depuis très longtemps. Donc, et il attend que je revienne une autre fois et d'aller dans ces pièces secrètes où il y a en entreposage des choses. Ben, on sera curieux de voir des photos, ou même d'y aller. Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, du coup, l'objet au quotidien est l'œuvre d'art. Le lieu qu'on habite est l'œuvre d'art. Donc, il n'y a pas la séparation. Et c'est des maîtres artisans, mais dans l'artisan, il y a artistes. Ouais. Dans le premier, on démarre par art, tu vois, artiste. Donc, je pense respecter ces êtres qui nous donnent et qui nous communiquent leur apprentissage, et que c'est la filiation souvent des ma'allam. De père en fils, ils préparent les leurs à la succession. C'est un héritage, dans le sens réel du terme. Voilà. Donc, pour moi, je travaille, comment dire, toujours en complicité avec beaucoup de gens, aussi bien à la mémoire des maîtres
Donc, j'ai fait un livre celui qui s'appelle Les Maîtres Invisibles. Ouais. Donc, ils sont ceux qui ne sont plus là. On peut dire Abdou Wahab est maître invisible, Rumi, Rumi, Attar, Ibn Arabi, bref, il y en a plein. ouais. Mais ils ne sont plus là. Mais en même temps, pour nous, c'est des maîtres qui continuent à nous transmettre des leçons. C'est pas pour vous embêter, mais c'est vrai que quand on regarde vos œuvres, on voit une main de Fatma, on voit un œil, on voit, par exemple, il y a des œuvres en bleu qui rappellent le Coran de Khairaman. Oui, c'est Donc, des ancêtres, ça, c'est normal. c'est normal. Donc, on se dit qu'il y a quand même quelque part un rattachement à la symbolique de la main de Fatma. Il y a une symbolique de Et protection. même chez les chrétiens, on est au Portugal, en Espagne, la main de Fatima, de Fatima pour eux, Oui, n'est pas la même Fatima que la nôtre. oui, c'est la Fatima des Fatimides, en fait. Exact. Oui. Pardon, poussière, excusez-moi. Et donc, la symbolique des couleurs, quand vous choisissez d'utiliser ce bleu, mis à part le fait que c'est le bleu de vos ancêtres, c'est quoi la symbolique derrière cette C'est pas couleur? totalement le bleu de mes ancêtres. C'est vrai que je m'inspire beaucoup de la couleur du Coran bleu, qui a été commis par eux, donc à Rouen. Ils ont fait le papier fait à la main, ils ont calligraphié, on dit toujours le Koufi Karwani, parce que le vrai Koufi vient de Koufa. Et moi, le mien, il est mélangé. Il y a de l'indigo, mais il n'y a pas que de l'indigo. Votre indigo est assez sombre, il convient très bien à leur papier qui absorbe effectivement la coloration. Si le chaudron dans lequel il y a ces petites boules d'indigo qui sont de végétaux, si ça boue, c'est une densité d'indigo. Si c'est juste chaud, c'est une autre. Si le chaudron est froid, c'est encore une autre, etc. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai fait un livre qui s'appelle 7 variations indigo. C'est un projet autour de Rabat al-Adawiyya que j'ai réalisé à Alep à l'époque, en partant carrément du cocon dans l'arbre du mûrier. Et on a déroulé avec les artisans là-bas, donc le cocon déroulé. Donc, on l'a passé à la gomme arabique, comme ça la fil ne casse pas. Et on l'a tissé. On a travaillé dessus, des choses qui ont été vraiment extraordinaires parce que ces maîtres artisans d'Alep sont formidables. Malheureusement, le saccage qui s'est passé en Syrie a détruit beaucoup d'ateliers, détruit beaucoup de vies aussi. Absolument. Voilà. Et du coup, si je vous suis bien, la fonction d'une œuvre d'art, c'est juste, entre guillemets, d'être belle. Non. C'est quoi la fonction du beau pour vous? Tout à l'heure, je suis en train de dire, Dieu est beau, tu vois, et il aime le beau. Absolument. De manière toute large. Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Exactement. Donc, il y a quand même des milliards de choses qui ont été faites par des artistes à toutes les époques. On appelle comme on veut. Ceux qui font la figuration, ceux qui sont de l'enluminure, ceux qui font la calligraphie, ceux qui font des décors autour des textes, voilà. Et aussi, moi, je ne fais pas la différence entre le monde occidental de la fabrication des œuvres. Donc, et on les fait des fois beaucoup, les ont fait aussi sur commande. Les papes ont fait des commandes, les rois ont fait des commandes, des gens riches ont fait des commandes. Nous, on est dans un autre stade. Et moi, je vis ici depuis quand même un demi-siècle. Quand on voit mon travail, il est tamponné. Je viens du monde arabe, du monde du soufisme, du monde de l'islam, mais ceci dit, toutes les cultures sont croisées aussi sur ce terrain. Les chrétiens d'Orient, c'est les chrétiens d'Orient, mais aussi ils ont épris et donné aussi à la culture de ces zones-là du monde. Mon amitié, moi personnellement, avec beaucoup d'évêques, d'archevêques, de cardinaux, etc., vient aussi que, comme mes ancêtres sont du 7e siècle, ils ont été accueillis par aussi bien des Coptes que des chrétiens de Rome, que par des Juifs à l'époque. En Algérie, on avait beaucoup, il y a des zones algériennes, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là, eux-mêmes avant les chrétiens. De toute façon, Jésus était chrétien, Marie était était juif avant d'être chrétien. Donc, il y a tout ça, mais de toute façon, si on est croyant, croit dans le même Dieu, on a les mêmes histoires, les mêmes relations avec la spiritualité, avec la religion, avec la succession aussi selon la chronologie aussi des présences et des arrivées. Oui, et c'est quand on est croyant, quand on a un rattachement au soufisme, de toute façon, c'est peut-être pour ça qu'on sent une dimension très universelle dans votre travail et qu'elle parle à tout le monde,
des gens qui ont à la fois une culture arabe, algérienne, marocaine, enfin le Grand Maghreb, mais aussi occidentale. Je pense que ça leur parle. Euh, Quel message peut-être vous voulez donner au public de Conscience Soufie? Et on en a discuté un peu de l'éducation autour du beau pour la jeune génération, pour peut-être inciter à, oui, vous avez fait un chemin vraiment dans les beaux-arts, à une formation très classique avant, quelque part, de vous ouvrir à une dimension très universelle et aussi de vous nourrir aussi des œuvres occidentales, enfin, il me semble. Quel message vous pouvez donner là-dessus? Moi, je pense qu'il faut se nourrir de tout. Parce que quand on calcule le temps de vie, que tel qu'il soit, il est trop court. Quand je vois ce que la nature ou l'être suprême a donné à un olivier et ce qu'il donne à nous, il y a un grand déséquilibre. Et puis d'autres aussi. Donc, je pense que notre temps de faire les choses euh, n'est pas extensible à l'infini. Donc, il faut faire le maximum dans un temps réduit. Ça, c'est une chose. Je ne sais pas si on doit se dire, je pense que même c'est une forme de prétention, de dire je vais donner. L'histoire retient ce qu'elle a envie Ouais. et elle dégage ce qu'elle a envie aussi. Donc, et ça, ce n'est pas à nous de porter un jugement sur ce qu'on fabrique. Ouais. Hein, ce qu'on fabrique, c'est aussi le regard de l'autre. Parce que quand je travaille, je ne pense pas une seconde que va penser celui qui va voir. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça l'intéresse lui, avec sa propre histoire, avec ses drames, avec sa vie, avec ses bonheurs. C'est ça qui fait qu'il regarde d'une manière pas comme la mienne. Moi, je le fais. Je le pose là et je ne veux pas lui donner un plus de qualité ou un plus même de valeur, entre guillemets, qu'elle soit d'argent, économique ou d'une valeur simplement historique. Enfin, du temps des grands artistes, soit Rembrandt, que ce soit Delacroix, que ce soit Michel-Ange et d'autres, quand ils ont fait leur travail à l'époque, peut-être qu'ils n'ont jamais pu penser seconde qu'aujourd'hui, nous qui sommes là, on leur donne des attributs fabuleux. Donc, eux, ils ont eu des problèmes avec les papes, ils ont eu des problèmes avec les commanditaires, des problèmes avec la vie tout court, vous avez des drames, Van Gogh et d'autres, voilà que ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut rester ouvert et surtout rester, comment dire, très humble, très, très humble. C'est l'histoire après qui décide ce qu'elle garde, ce qu'elle garde pas. Oui, et justement, c'est pour ça on est très heureux de diffuser ce film qui est quelque part, moi, à titre personnel, il m'a laissé sur ma faim. Parce que c'est effectivement un regard sur votre œuvre, un regard sur aussi votre héritage soufi, algérien, des images du désert à couper le souffle. Et peut-être juste avant de vous libérer, parce que je sais qu'on a un temps limité, est-ce que vous pouvez dire juste un mot sur le titre du film que vous avez choisi vous-même, il me semble? Oui. C'est un titre parce que déjà le désert est très particulier. Déjà, les zones de désert, ouais, même la dune, il y a un côté ombre, un côté lumière. Ouais. Tout le tracé, très sensuel, très beau, très fragile, le vent de sable va faire bouger aussi. Elle bouge en permanence, Ouais. elle n'est pas stable. Dans le désert, si vous n'avez pas une coupole pour vous protéger, ou une arcade pour vous protéger, vous en mourrez. C'est la première chose. Ouais. Donc, si vous n'avez pas un palmier qui s'ouvre comme une grande ombrelle au-dessus de vos têtes, vous grillez, pas simplement vous, mais les fruitiers, parce qu'ils s'ouvrent amples pour protéger les maraîchers, les fruitiers, les animaux qui sont là, etc., et qui empêchent surtout que toute l'humidité, même la rosée, de sécher très vite. Donc, il faut qu'elle ait le temps d'être absorbée par la terre, par les branches, par les feuilles et par nous. Donc, l'ombre dans le désert est fondamentale. D'abord, sa présence, je veux dire, en tant que physique, pas seulement sur sa présence en tant que symbole, mais le symbole de l'ombre est le symbole de la fidélité absolue. Je l'explique. Dès qu'on est, c'est comme une forme d'empreinte digitale, comme on fait chez la police, j'ai vu récemment, donc des empreintes digitales de l'ombre, c'est très important. C'est la vôtre, pas celle de quelqu'un d'autre. Toute votre vie, elle vous suit, elle ne vous lâche jamais.
Et on va très loin. Le jour où vous ne serez plus là dans cette vie, l'ombre rentre avec vous dans sa tombe, dans votre tombe. Donc, vous n'êtes jamais seul. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, et enfin, quand j'ai dit le titre qui manque même en mon ombre, en fait, c'est comme une interpellation du Dieu suprême. On t'aime passionnément, c'est comme la phrase d'Ibn Arabi euh, qui, qui, qui dit, en parlant, si tu veux, la sensation, si tu veux, d'amour. Donc, c'est un désir de Dieu, c'est un désir d'une puissance qui nous dépasse tous, tel qu'on soit. Mais elle n'est pas là, personne ne l'a rencontrée, personne ne l'a vue, on y croit. Ceux qui croient, y croient, Dieu peut faire. Voilà, et elle est là, et on lui construit tout autour. Et c'est pour ça qu'elle écrit son beau texte, le chant de l'ardent désir. Ardent désir, pas sensuel et sexuel, mais c'est le sens du feu que représente cette puissance divine. Ben, merci beaucoup, Rachid Qureshi, pour ce moment magnifique Merci à vous. Et cette belle introduction au film. On vous libère parce que je sais que vous êtes pressé. Je suis attendu parce que bon, j'ai une grande expo. Grosse expo, je suis l'invité d'honneur et je n'ai pas pu y être à l'ouverture. Ouais. Donc, j'y vais à la fermeture. Ben voilà, on est vraiment désolé, mais Et je vous laisse ce grand monsieur, absolument. mon ami, qui a tout suivi et qui sera prêt à vous donner les meilleurs. Absolument. Donc, on vous libère, mais on poursuit avec Laurent. Et donc... la goutte de thé avant la route. Absolument. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, Rachid, et bon courage pour ce soir. Merci. Et donc, on poursuit, et je vous remercie, Laurent Boulard, de nous avoir donné l'autorisation de diffuser votre film. C'était... il faut passer par là. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de sortie autre. Et donc, un grand merci. Ça permet au public de Conscience Sophie, qui est nombreux, est-ce que vous voyez, de voir ce film qui ne sera pas rediffusé en replay. Donc, restez avec nous pour pouvoir le voir en direct. Donc, peut-être, avant de diffuser le film, on voulait plus vous entendre justement sur votre rencontre avec Rachid Qureshi. Ça nous a interpellés. Comment vous avez rencontré ce bonhomme? Alors, ma rencontre avec Rachid, elle remonte à plus d'une quinzaine d'années maintenant. Je travaillais comme réalisateur et comme journaliste à un projet de magazine culturel sur le monde arabe. C'était à l'époque, de mémoire, c'était pour Al Jazeera Children, je crois. Et quand j'ai abordé le pays, l'Algérie, évidemment, quand on parle d'Algérie de culture, on tombe forcément sur Rachid. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Rachid et chez lui dans son atelier. Je me souviens, c'était notre premier rendez-vous. Ouais. Et donc, on a discuté ensemble de ce projet on va dire, de reportage plus que de documentaire, qui finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, est mort-né. Il n'a jamais vu le jour. Néanmoins, je suis resté extrêmement marqué par ma rencontre avec Rachid. Pour plein de raisons. Il ne laisse pas indifférent. Voilà, comme vous avez pu le comprendre. Et donc, ce film, quelques années plus tard, est né aussi de cette frustration de ne pas avoir pu filmer, de ne pas avoir pu permettre à Rachid de se raconter. Donc, nous avons pris la décision de faire ce documentaire quelques années après. Nous avons pris sur nous avec nos propres moyens et j'ai eu la chance notamment de le suivre un peu partout, que ce soit exposition dans différents pays et jusqu'au grand voyage dans le désert, qui est une de ses principales sources d'inspiration à mon sens. Et j'ai eu la chance de côtoyer Rachid pendant environ 3 semaines dans le désert algérien. Ben, c'est incroyable. Et du coup, justement, par curiosité personnelle, cette rencontre avec le désert. Là encore, rencontrer le désert, c'est comme rencontrer Rachid, ça ne vous laisse pas indifférent. Ça, c'est sûr. Il se passe plein de choses. Difficile de définir cette rencontre, mais dans le désert, il y a une forme, on ressent très vite une sorte de dénuement total, mais en fait, on manque de rien. On manque de rien. Et en fait, le désert m'a appris à savoir que toutes les choses matérielles qui nous encombrent parfois ne sont pas indispensables.
Voilà. Et qu'on est encore une fois, je pense, dans le dénuement le plus complet dans le désert. Alors, avec ceci près qu'on était accompagné par des Touaregs, par des équipes de Touaregs. Parce que sans eux, effectivement, comme le disait Rachid, dans le désert, on meurt. Voilà, donc voilà, un dénuement, une prise de conscience de notre société matérialiste. Et puis, à titre personnel, moi, j'ai eu le droit à tous les clichés du désert. Qui suis-je? En fait, où est-ce que se trouve véritablement ma vie? Mais qu'est-ce que je suis petit face à cette immensité? Enfin, voilà, moi, j'ai eu toutes ces sensations dans le désert. Oui, dans le désert, c'est quand même un truc très particulier. On en parlait avant de commencer. À titre personnel, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est le désert marocain. C'est moins vaste que le désert algérien. Rachid nous disait quand même, c'est très différent. Mais c'est vrai qu'en tant que musulman, la rencontre avec le désert, c'est aussi la rencontre avec le prophète, la rencontre avec la première communauté musulmane qui a vécu dans un environnement pareil. Donc, on sent aussi une certaine proximité. Pour moi, le désert est propice à l'introspection, c'est sûr. Ouais. Donc, ça nous oblige à avoir un regard et une réflexion sur nous-mêmes qu'on n'a pas ailleurs. Oui, ça c'est sûr. Et du coup, pour revenir sur le film, vous l'avez commencé à filmer en quelle année? Il y a à peu près une dizaine d'années, donc ça s'étale sur plusieurs années. De mémoire, je crois qu'on a commencé avec l'exposition à la citadelle d'Alger. On est parti dans le désert. Après, il y a eu une exposition à l'Institut du monde arabe. Enfin, voilà, ça s'est déroulé. Et après, en tant que réalisateur, le vrai questionnement, c'est par quel bout on attrape Rachid. Oui, c'est dur. Parce que Rachid, c'est quelqu'un qui a une faculté incroyable à se connecter avec les autres, à se connecter avec son environnement, aussi différent que soit-il. Parce qu'il peut être à New York, il peut être à Comédie à Damas, il peut être à Alger ou à Paris. C'est toujours, ou dans le désert, on a toujours l'impression qu'il est dans son univers. Rachid, encore une fois, pour moi, c'est un puits de culture. C'est un historien incroyable et c'est surtout, à titre personnel, quelqu'un qui m'a ouvert les portes de la culture arabo-musulmane, moi qui n'en viens pas. Ouais. Et il a aussi cette faculté, pour moi, je pense, à vulgariser des concepts qui sont parfois un peu compliqués ou un peu étranges. Ça devient, avec lui, ça devient très simple. Oui. Voilà, à mon sens, encore une fois. C'est sans doute la fonction du beau. C'est ce qu'on essayait de dire tout à l'heure. Peut-être la fonction du beau, c'est d'être impacté sans... Voilà, et puis maintenant, je peux dire que je suis devenu un intime, on se connaît très bien, on est très proches, et immédiatement, quelque chose de Rachid, ça se reconnaît tout de suite. Au-delà des détails, de rentrer dans la symbolique des signes, des symboles, et d'y trouver des messages, Ouais. moi, à chaque fois, c'est vraiment l'ensemble. C'est une œuvre me parle de Rachid, d'abord parce que maintenant, je le côtoie depuis longtemps, mais je côtoie aussi son univers artistique depuis longtemps. Donc, je pense que ce serait faire de fausses routes de s'attarder sur des détails de fabrication, on va dire, de ces œuvres. C'est des choses à prendre vraiment dans l'ensemble et généralement, il se passe quelque chose. Il y a toujours des émotions qui surgissent en regardant les œuvres de Rachid, à mon sens. Oui, mais c'est vrai que comme c'est très vaste, il y a des techniques un peu dans tous les sens. Ça va de la céramique au tissu, au C'est d'abord un tableau. plasticien. C'est d'abord un plasticien, mais il y a une telle diversité. C'est vrai que moi, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, c'est un regard, mais il y a tellement d'autres choses à voir aussi. Est-ce qu'il y a d'autres projets avec Rachid? Rachid a toujours des projets. Ah oui, ça j'ai vu. Rachid a toujours des projets, a toujours plusieurs projets. Donc oui, Rachid a plein de projets. Mais avec vous, à titre personnel, est-ce Alors, à que titre personnel, vous avez oui. d'autres films? Oui, alors on a... Parce que j'ai compris que celui-là, c'était pour le raconter. Et je trouvais que ça raconte une partie. Et qu'il y a sans doute plein de choses encore à raconter. Ah oui, bien sûr. Et je n'ai pas la prétention d'être exhaustif en ce qui Non, concerne c'est sûr. Rachid. En fait, ce que j'ai voulu faire avec ce film, ce qu'on a voulu faire, puisque c'est un travail à deux, c'est un portrait d'un artiste qui travaille, d'un artiste au travail,
Et j'ai tout de suite, j'ai mis de côté l'idée de vouloir le décrypter, d'essayer de le comprendre. En fait, c'est un portrait, c'est moi la vision que j'ai de Rachid, la chance que j'ai de le côtoyer. Je l'ai côtoyé pendant plusieurs mois sur ce projet-là. Voilà, moi, mon ressenti. Oui, Alors, il y a un côté très frustrant parce qu'on ne peut pas tout comprendre de Rachid et il y a des choses qu'on ne peut pas définir non plus avec Rachid, mais moi non plus. oui, Donc, ce film traduit bien, je pense, ce côté aussi, parce qu'il y a plein de côtés mystérieux sur Rachid. Mais en fait, ce qui me semblait important dans ce film, c'est que Rachid s'inscrit dans une histoire. Je crois, je pense qu'il incarne cette histoire des arts arabo-musulmans, ce serait au sens large, on va dire, son histoire familiale. ouais. Et puis, c'est quelqu'un, moi, pour résumer, qui n'a de cesse de mettre en valeur la culture arabo-musulmane et de dévoiler ce qu'elle a de plus beau. C'est ce que j'ai essayé de transmettre dans un premier temps. Et puis, son lien indéfectible avec le désert. Parce Ouais. qu'on s'aperçoit que dans le désert, il y a une connexion qui se passe avec Rachid. Et pour comprendre le travail de Rachid, ou pour essayer de le cerner, il y a la case désert qui est incontournable. Vous avez parlé tout à l'heure des peintures et des gravures rupestres. Ouais. C'est sûr, mais pas seulement, puisque des symboles, on connaît tous sur les parois, il y a de l'expressionnisme, après il y a l'écriture, des signes, des symboles, et ensuite, pardon, l'écriture, des choses comme ça. Rachid est déjà aussi dans cette filiation-là. L'ombre, vous avez parlé de l'ombre. Dans le désert, c'est incontournable, vous en avez parlé, il y a des couleurs, Ouais. et puis il y a des matériaux. Le désert, c'est du sable, c'est de la rocaille, c'est de la verdure, c'est vivant, le désert algérien est vivant. Ouais. Donc voilà, donc c'est intimement lié, je pense, au travail de Rachid. Oui, et puis on a des moments très émouvants à la fin du film. On voit les hommes du désert, enfin, ce que j'appellerais moi les hommes du désert. On voit la Tijania, enfin un cercle de la Tijania, mais on voit aussi des évêques, un évêque du désert. Oui, parce que Rachid, là encore, il l'a évoqué avec vous, Rachid ne conçoit pas son travail en dehors de toutes les religions. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'islam, mais pas que. Ouais. De ce que je sais, là je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais pour lui, l'islam est la dernière à être apparue. Révélation, Là, voilà. voilà, mais il y en avait avant. Ouais. Et que de ce que je pense, encore une fois, de sa vision de l'islam, c'est qu'elle ne peut pas exister sans les autres. Il a toujours cette phrase de pyramide, c'est-à-dire qu'il y a 3 pyramides et ce sont les trucs qui représentent les trois religions. Ce que je retiens également de Rachid, après peut-être au risque d'être bavard, lui il répète souvent ce qui n'est pas donné est perdu, ce qui n'est pas partagé est perdu. Ouais. Et je pense que ça incarne beaucoup Rachid. Oui, on sent il y a une dimension universelle, il y a une dimension de partage. C'est vrai que moi, ma rencontre personnelle avec lui, ça a été celle de quelqu'un qui a des projets dans tous les sens. Et il y a une certaine urgence, et il nous l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, une urgence à transmettre. Parce que, Ouais. parce que le temps est court et qu'il y a comme ça. Mais... Une urgence de s'exprimer, une urgence de créer. Ce qui est important aussi à savoir, ce qu'on verra aussi dans le film, c'est que Rachid s'appuie systématiquement sur des artisans pour Ouais. créer, que ce soit toutes les matières. C'est-à-dire que lui aussi s'inscrit encore une fois dans cette histoire d'artisanat d'excellence, d'artisans d'art, et souvent des artisans qui détiennent un savoir-faire en voie de disparition. Ouais. Et lui participe à sa façon aussi, au-delà de l'œuvre artistique pure, à faire vivre ou à faire revivre cet artisanat qui aussi, à une certaine époque, a fait la beauté de l'islam. Absolument. Laurent Boulard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment de partager avec nous déjà votre expérience personnelle à travers ce film et votre rencontre avec Rachid Qureshi et de permettre au public de Conscience Soufie de voir votre film. Eh bien, je vous souhaite bon visionnage. Merci infiniment.